Alors que de plus en plus de pays africains réclament une souveraineté politique, économique, culturelle et narrative face à l'Occident, le retour de Tidjane Thiam sur la scène ivoirienne pose une question dérangeante. Représente-t-il réellement le futur de la Côte d'Ivoire, ou plutôt le prolongement d'un vieux schéma que l'Afrique essaie justement de briser? Bienvenue à tous sur Influence Afrique. Ici, on parle de tous les sujets qui concernent l'Afrique, mais surtout les sujets importants dont on ne parle pas ou sinon que très peu. Si le sujet de cette vidéo suscite déjà beaucoup votre curiosité, alors servez-vous un café, asseyez-vous et cliquez sur le bouton s'abonner. Et c'est parti. Ce fonds SPA que vous avez donc lancé à New York. Mesdames et messieurs, bonjour. Le parcours de Thiam impressionne. Polytechnicien à Paris, consultant chez McKinsey, PDG à Londres et Zurich, administrateur de grands groupes européens. Mais ce parcours est aussi typique de l'élite africaine, sélectionnée, formée, recyclée dans les cercles occidentaux, puis renvoyée sur le continent comme solution importée à des problèmes locaux. Et c'est précisément ce modèle que de plus en plus d'Africains rejettent car il est perçu comme paternaliste, déconnecté et instrumentalisé. Et paradoxalement, Thiam se positionne aujourd'hui comme l'alternative, alors qu'il incarne la continuité d'un système de domination douce. Tidjane Thiam n'est pas un homme politique comme les autres. Il connaît les codes de l'influence et surtout, il assume en faire usage. Dans certaines interviews, il affirme clairement que ceux qui ne comprennent pas l'importance des lobbies resteront en marge. Alors oui, Thiam sait comment activer les bons leviers au bon moment. Il coche toutes les cases du candidat idéal pour les investisseurs et les élites occidentales. Ce n'est pas un hasard s'il est systématiquement mis en avant dans Jeune Afrique, RFI, Le Monde ou encore le média Décrypter l'Afrique qui n'a cessé de battre longuement campagne pour Thiam avec des dizaines de vidéos où Thiam figure en miniature, même sur des vidéos où il n'est pas vraiment le sujet principal. Mais parlons un peu de ces sondages très favorables à Thiam qui ont circulé. Ils l'ont placé à chaque fois en tête, même dans des zones où il n'a jamais fait campagne. Question pour un champion. Qui paie donc ces sondages? De sélection. Pour qu'un sondage, c'est pour ça que ça coûte cher. Sondage, c'est pas, ça coûte cher. Un bon sondage, c'est 100 000 $. Ça coûte cher. Confiance. Donc on a publié ce sondage en disant qu'il est fiable à 95%. Moi, si vous voulez qu'on regarde les sondages, on a fait des sondages qui sont publics, on les a publiés. De Messina Group, c'est le groupe. C'est un groupe qui fait du conseil en activité politique, c'était le... Ils sont réalisés par des cabinets professionnels, souvent coûteux, précis, avec des marges d'erreur très faibles. Est-ce Thiam lui-même qui les finance ou des réseaux discrets de lobby qui veulent le porter au pouvoir? Il n'est presque jamais vu sur le terrain, sauf à travers des vidéos, des publications, des images impeccables diffusées depuis Paris, Genève ou Abidjan. Au sein du parti, il a souvent brillé par ses absences aux réunions importantes du bureau politique et ses absences répétées ont presque toujours été justifiées par des raisons indépendantes de sa volonté ou pour déplacement à l'étranger. Et pourtant, bien qu'absent sur le terrain et dans le pays où il veut devenir président, il est omniprésent dans l'imaginaire politique ivoirien. On parle de lui, on le cite, on le commente, mais on ne le voit presque jamais si ce n'est qu'à la télévision. C'est peut-être là sa plus grande force, ou, dirais-je, sa plus grande faiblesse. Dans sa récente interview avec Alain Foka, Tidjane révèle une séquence qui en dit long. Pour son retour en Côte d'Ivoire, il a demandé audience à Alassane Ouattara. Donc on a échangé des amabilités. Et ensuite, je lui ai dit, Monsieur le Président, est-ce que je peux avoir un tête-à-tête avec vous? Je lui ai dit, Monsieur le Président, moi j'ai des ambitions, je reviens en Côte d'Ivoire avec des ambitions pour faire de la politique, peut-être un jour être candidat à la présidence. Donc, il me sera difficile d'être candidat si vous êtes de nouveau candidat. Donc il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, non, parce que moi j'ai fini, ce troisième mandat c'est exceptionnel, je ne serai pas candidat. Il vous dit qu'il a fini, il ne sera pas candidat. Oui, je maintiens.
Cette anecdote n'est pas anodine. Elle montre clairement que Tidiane a cherché à rentrer au pays pour aucun autre objectif que celui de devenir président de la République en tissant une alliance ou du moins en obtenant la bénédiction d'Ado. Un peu trop facile, non? Bref, sans cet objectif de briguer la magistrature suprême, serait-il rentré au pays? Henri Konan Bédié, l'homme qui l'avait nommé au poste de ministre, est rentré de son exil 2 ans après le coup d'État dont il était victime, c'est-à-dire en 2001. Mais pourquoi pas Tidiane? Quand il est rentré en Côte d'Ivoire en 2022, qui lui a demandé de rentrer? Qui lui a dit qu'il était recherché par la justice ivoirienne et maintenant qu'il ne l'était plus? Aucun candidat disqualifié au présidentiel de 2025 n'a été emprisonné. Pourquoi dit-il qu'il aurait été emprisonné? Pourquoi croit-il qu'il aurait été le seul? Pourquoi ne pas se battre jusqu'au bout sur le terrain, mais toujours choisir de fuir? Est-il prêt à mourir pour ses convictions, pour le peuple ivoirien? La question reste posée. Si vous avez des réponses, je vous attends dans les commentaires. Quand j'ai commenté, il semblait être en Côte d'Ivoire, à moins que je ne m'abuse. Et s'il est en Côte d'Ivoire, ça ne justifie pas ce qu'il est en train de dire là. Ça ne lui donne en aucun cas raison d'avoir quitté la Côte d'Ivoire. Et surtout, ça ne dit pas en quoi aujourd'hui il serait en exil. Pourquoi il serait en exil? J'ai envie de comprendre. Est-ce que vous êtes en exil ou bien est-ce que vous... Voilà, c'est bien, M. Alain Foucault, d'avoir insisté sur la question. Si j'attends le minimum de garantie pour pouvoir faire mon travail de président du parti en toute sérénité. Donc il y a une menace. Pardon. Il attend le minimum de garantie. Il attend le minimum de... Il est dans un combat politique et il veut qu'on lui donne des garanties. Bon, manifestement, c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Tidiane Thiam ne semble pas être à la hauteur de ses ambitions. En tout cas, à mon sens. À mon sens, tu ne peux pas avoir peur des difficultés qui vont avec les ambitions que tu te donnes. Tu ne peux pas te donner comme ambition de diriger ton pays et avoir peur que tes opposants dans le pays t'enferment. Bien au contraire, il faut que tu subisses ça pour que la population puisse légitimer ton combat. Pourquoi Tidiane Thiam a-t-il cru que le président Alassane Ouattara lui donnerait-il le pouvoir aussi facilement? À la place d'un Alassane Ouattara, si vous étiez dirigeant de votre pays, donneriez-vous le pouvoir à une personne qui n'a plus jamais possédé de passeport du pays et passé plus de la moitié de sa vie d'adulte à l'étranger sous une autre nationalité? Ce schéma reproduit exactement l'approche que beaucoup d'Africains dénoncent dans les relations Nord-Sud. L'Occident sait, l'Afrique exécute. Le technocrate propose, le peuple s'aligne. C'est une forme de néopaternalisme politique. Sauf qu'il vient cette fois d'un Africain mondialisé, envers ses propres compatriotes. Il y a un besoin d'éducation politique de l'opinion en Côte d'Ivoire. En affirmant sans ambiguïté que Jean-Luc Billon ne peut pas être le plan B et que personne d'autre au sein du PDCI n'est légitime pour incarner la candidature, Tidiane Thiam se positionne comme l'unique pilier présidentiable du parti. Mais cette posture entraîne un effet de verrouillage vertical du pouvoir. Elle efface la diversité des profils internes du PDCI. Elle empêche la montée de nouveaux visages ou la construction d'une alternative collective. Elle alimente un culte de personnalité. Exactement ce que Thiam reproche au régime qu'il qualifie d'autoritaire en Afrique. Je ne vais pas commencer au sein de votre parti, monsieur Thiam, il y a Jean-Luc Billon. Oui, Dieu. Oui, ok, allons-y. Pourquoi, mon Dieu? C'est quelqu'un, il aurait pu se présenter. Il y a eu 15 élections depuis que je suis arrivé. Il y a eu la convention. Il aurait pu venir se présenter pour être candidat. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas candidat, monsieur Thiam, est-ce que c'est possible qu'il soit la solution B? Non. Non? Non. Le paradoxe, c'est que Thiam s'inscrit dans une dynamique d'exclusion interne, tout en prétendant porter une alternance ouverte et réformatrice. Et quelle est l'incohérence stratégique? Ce que Thiam reproche à Ado, il commence à l'incarner. On ne peut pas, nous, partis politiques, se plaindre du non-respect des textes dans le pays quand nous-mêmes on ne respecte pas nos propres textes. On a mis en place, après le décès du président Henri Konan Bédié, un président par intérim,
qui lui-même met en place un comité électoral qui édicte des règles pour se présenter. Et ces règles ne sont pas respectées. On enlève Noël Akossi Benjo en disant qu'il a un risque juridique. On dit la même chose à Maurice Kakawe. Et après, on essaie de les faire revenir tout simplement pour légitimer celui que eux s'étaient déjà entendus de choisir, le comité électoral qui n'est pas resté neutre, alors même qu'il ne remplissait pas les conditions. Et moi, je l'ai dit, à savoir 10 ans de bureau politique, hein, il a été nommé en 2023, il n'avait pas les 10 ans de bureau politique. Alors ils disent, oui mais il a payé ses arriérés. Mais dans les mêmes règles, il y avait un militant actif à jour de ses cotisations. Si vous payez des arriérés, c'est que vous n'étiez pas à jour de vos cotisations. Et c'est la raison exacte pour laquelle vous-même vous avez renoncé à vous présenter à la présidence du parti. Exactement. Comment peut-on prétendre diriger un pays quand après 22 ans d'absence, on y revient pour un seul but, qui est de briguer la présidence, mais qu'en 5 ans de préparation, on peine à y séjourner plusieurs semaines d'affilée? Et pour finir, Tidiane, entouré de tous ses conseillers et réseaux de lobby, était censé savoir que la règle de la double nationalité existe pour un seul but, écarter les candidats politiques, mais qu'elle ne s'applique pas aux citoyens lambda. Dans ses prises de parole, Thiam insiste sur la rigueur managériale, la compétence technique, la bonne gouvernance au sens institutionnel, l'image qu'il faut renvoyer à l'extérieur. Mais ce lexique, ces priorités, cette posture sont typiquement celles qui font beaucoup plus écho à la Banque mondiale qu'au peuple. Ce sont des valeurs d'évaluation d'un CV, pas toujours des valeurs d'écoute d'un peuple. En cela, Thiam donne parfois l'impression de parler à la communauté des bailleurs et aux institutions internationales, mais pas à la jeunesse rurale ou urbaine ivoirienne. Et c'est là que se creuse un malaise. Le ton est juste, mais la fréquence n'est pas locale. Une autre dimension dérangeante dans sa communication est cette verticalité implicite. Il s'érige en un seul homme compétent. Il rejette tout autre leadership, que ce soit Biyan, les anciens, les cadres ou encore les jeunes du parti. Il parle depuis l'Europe pour expliquer à l'Afrique ce qu'elle devrait devenir. Lorsqu'il critique Alassane Ouattara pour son accrochage au pouvoir ou son refus de se retirer, Thiam s'appuie sur l'argument moral et constitutionnel. Mais le fait de rejeter d'emblée toute autre option interne pour la candidature présidentielle installe un discours d'exclusivité. Soit moi, soit le chaos. L'élimination de la révolution ne peut conduire qu'à de l'instabilité pour l'Afrique. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup comprennent ça. Donc, ce n'est pas le moment de faire un long discours. Mon élimination de la révolution ne peut conduire qu'à de l'instabilité. Or, c'est exactement le langage que tiennent souvent les dirigeants qui s'éternisent. Il n'y a personne d'autre de capable. Je suis la seule option viable. Sans moi, le pays va mal. Comment croire à celui qui dit vouloir faire les choses autrement lorsqu'au sein de son propre parti, il se comporte comme les dirigeants qu'il pointe du doigt? Thiam est en train de glisser vers cette même logique sans même avoir encore été élu. Aujourd'hui, l'Afrique ne demande pas un président avec des diplômes. Elle demande un président enraciné, proche de ses réalités, capable d'écouter avant de diriger, décentralisé dans sa manière d'exercer le pouvoir. Or, Tidiane Thiam donne parfois l'impression d'un homme qui veut imposer une vision rationnelle à un corps social qu'il ne consulte pas, qui considère toute forme de critique à son égard comme de l'ignorance. Vous avez le même parcours quasiment, du monde professionnel avec Alassane Dramane Ouattara. Qu'est-ce que vous allez apporter de plus qu'il est déjà fait? Vous pensez qu'un fonctionnaire ou entrepreneur, leader de secteur, c'est la même chose? Mais sur quelle planète vous vivez? Mais on est payé 400 000, 500 000 $ par an. Un CEO de fortune gagne 10 millions de dollars par an. Ça fait 20 fois. C'est pas la même chose. Ce refus du dissensus, cette vision pyramidale du leadership, ce déplacement du centre de gravité politique hors du pays, c'est exactement ce que le peuple africain rejette dans sa relation avec les puissances extérieures. Et c'est peut-être là le plus grand paradoxe de la candidature de Thiam. Tidiane Thiam n'est pas illégitime, mais ce qu'il incarne entre
en dissonance avec ce que l'Afrique contemporaine réclame. Il représente la compétence sans ancrage, l'autorité sans proximité, l'efficacité sans écoute. Le retour d'un modèle que l'Afrique essaye justement de dépasser. La vraie rupture aujourd'hui ne consiste pas à ramener un homme du monde pour gouverner l'Afrique, mais à bâtir une gouvernance africaine par les Africains, une gouvernance enracinée, humble, connectée aux réalités, pas au réseau de Davos. En rejetant Biyan et toute autre figure du PDCI comme successeur potentiel, Tidjane Thiam renforce son leadership, mais fragilise la promesse de gouvernance partagée. Si avant même d'être élu, il exclut déjà tous les autres, que fera-t-il une fois au sommet? Dans cette vidéo, on ne parle pas de complot, mais d'une stratégie politique de très haut niveau. Il sature la toile, il tire les ficelles, mais la partie est déjà terminée. Peut-être pas complètement, mais pour cet épisode-là, si. Plutôt que de continuer de vivre à l'étranger et rentrer en Côte d'Ivoire uniquement à la veille des prochaines élections présidentielles en 2030, il ferait peut-être mieux de rentrer au pays dès lors pour être acteur de la vie politique ivoirienne. Peut-être qu'il ne se voit pas député, maire ou autre, mais d'une manière ou d'une autre, les Africains veulent un homme connecté aux réalités qu'ils vivent quotidiennement. Alors posons-nous la vraie question. Est-ce qu'il veut gouverner un pays, cocher une case de plus sur son CV ou simplement finaliser un plan d'accession au pouvoir piloté depuis l'extérieur? Ne finira-t-il pas par devenir redevable auprès de ces entités et organismes qui lui battent campagne à coups de sondages et d'influence médiatique, un peu comme Macron avec McKinsey? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci d'avoir été sur Influence Afrique, on se retrouve au prochain épisode. A plus. Merci.